Et tout de suite sur le terrain. Sur le terrain avec Pauline Godard. Pauline, bonjour. Vous revenez tout juste de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Vous y avez passé plus de 15 jours dans le Donbass où vous avez tourné plusieurs reportages avec des tankistes. Eh bien, vous avez pu constater ce qu'on voit dans ce sujet, la vétusté de leur matériel. Oui, comme le disait un des soldats qu'on a entendu, et c'est ce que nous ont dit les militaires aussi que nous avons suivis, ces tankistes. Ils nous ont parlé de la vétusté de leur matériel. Le problème qui reste toujours le même, c'est le besoin d'armes plus modernes et notamment de chars plus modernes. Ici dans le Donbass, alors là, les chars sont cachés. On est à 7 kilomètres de la ligne de front. Ils sont là, en fait, ils sont en deuxième ligne. Ils attendent de partir sur la ligne de front. Ils attendent, en fait, au cas où les Russes passent la première ligne de front. Et donc ces chars, ce sont des T-64. Des T-64 qui datent en fait de l'Union soviétique. Alors, ils ne sont pas modernes. C'est vrai que quand vous rentrez à l'intérieur, déjà, bon, il faut savoir que l'espace est très restreint dans un char, mais c'est vrai que quand vous voyez la cabine de pilotage, tout ça, ce sont vraiment voilà, de vieux boutons. Il n'y a pas forcément de radar moderne. Et c'est ce que nous ont répété ces tankistes. On réussit évidemment à faire ce qu'on peut avec ce qu'on a à l'heure actuelle, mais il nous faut mieux, il nous faut plus efficace, il nous faut plus moderne. Et c'est vrai que ils attendaient, il y a quelques jours, là, quand on avait tourné ce reportage, ils attendaient avec impatience eh bien, que les chars Léopard 2 arrivent. Et vendredi 24 février, le jour des 1 an de l'offensive à grande échelle, de l'offensive russe, eh bien, il y a eu cette annonce du Premier ministre polonais, comme quoi des chars Léopard 2, 4 chars Léopard 2 étaient arrivés sur place. Donc, on sait que ça leur met un peu de baume au cœur de savoir que ça y est, enfin des chars plus modernes vont pouvoir arriver, qu'ils vont pouvoir combattre d'une manière plus efficace. Par contre, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand ces chars arrivent en Ukraine, ils partent pas tout de suite sur la ligne de front. Il faut C'est pas former possible. aussi les soldats. Voilà, il faut former les soldats, il faut qu'ils s'habituent aussi, parce que quand vous avez des tanks et des chars comme ça qui partent sur la ligne de front, ils attaquent à plusieurs, ils sont pas tout seuls, donc il faut apprendre aussi à se coordonner. Donc c'est une bonne chose que le matériel plus moderne promis par les Occidentaux soit en train d'arriver sur place. Après, maintenant, il va falloir un petit peu de temps pour que tout ça soit efficace sur la ligne de front. Alors que ce soit à Kramatorsk dans le Donbass, où vous êtes rendu, ou encore à Zaporizhzhia, ou même ailleurs, que vous ont dit les Ukrainiens après 1 an d'offensive russe dans leur pays? Quel est leur état d'esprit? Alors écoutez, ce qu'ils nous ont dit, évidemment, ce que tout le monde dit, c'est qu'ils croient toujours en la victoire. Ça, c'est quelque chose, en tout cas les Ukrainiens avec qui nous avons parlé, ils n'en démordent pas. La victoire sera au bout du tunnel, on va gagner. Après, évidemment, il y a dans un sens cette habitude et cette lassitude aussi. L'habitude finalement des bombardements, des alertes. Ils nous ont expliqué au début, évidemment, ils ont eu très peur, ils allaient se cacher dans les abris. Et puis petit à petit, en fait, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des mois qui sont passés, ils nous ont expliqué que maintenant, eh bien, en fait, la peur était bien évidemment toujours présente, mais qu'il fallait aussi qu'ils retrouvent un semblant de vie. Un semblant de vie. Alors, pas une vie normale, parce que comme ils nous le disent de toute façon, on n'a pas le choix et on n'a plus de vie normale, mais on doit continuer dans un sens à vivre. Donc, c'est pas parce qu'il y a des alertes, notamment Kramatorsk. Quand vous êtes à Kramatorsk, dans le Donbass, des alertes, sincèrement, il y en a toute la journée, toute la nuit, ça ne s'arrête jamais. Vous êtes à 30 kilomètres à vol d'oiseau de Bakhmout. Et donc, la ville est très souvent attaquée. Vous entendez aussi les tirs d'artillerie à 30 On kilomètres. entend ce qui se passe à On Barmout. entend ce qui se passe à Bakhmout. On peut même, enfin moi je l'ai même constaté une nuit étoilée et on voyait le ciel qui s'éclairait avec les tirs d'artillerie. On entendait les booms après des bombes qui tombent. Donc faut savoir qu'ils sont sous un stress permanent, mais ils ont envie, ces Ukrainiens, quand même, comme ils le peuvent. Par exemple, on avait Macha qui nous a expliqué que bon, bah, au début, tout était fermé. Les rares commerces à Kramatorsk qui sont ouverts, eh bien, elle a un petit café. Elle a rouvert son café. Elle nous a dit, bah, au moins, ça me permet un petit peu
la journée, voilà, de penser un petit peu à autre chose et d'avoir retrouvé un semblant d'une vie, en tout cas la vie que j'avais avant. Et ce qui est très compliqué aussi pour toutes ces personnes, eh bien, c'est aussi la distance avec leurs proches. Alors, parce qu'il y a des proches qui sont partis, qui ont fui à l'étranger. Il y a des proches qui sont partis sur la ligne de front aussi également. Donc ça aussi, c'est ce manque qui est très compliqué pour les Ukrainiens de ne pas avoir leurs proches à côté d'eux au quotidien. Vous avez aussi tourné un reportage à Orikhiv, dans le sud-est de l'Ukraine. Ça, c'est à 1 heure de route de Zaporizhzhia, une ville qui vit au rythme des bombardements. Ça a été un tournage très intense et aussi un peu choquant, hein, Complètement j'imagine. choquant parce que quand vous arrivez, en fait, vous arrivez vraiment dans une ville où, franchement, 80, allez, on va dire 95%, 99% des bâtiments sont détruits. On voit les images là. Il n'y a pas une maison. Alors les maisons, il y en a certaines qui tiennent encore debout, mais elles ont été soit endommagées, soit détruites. Vous arrivez dans le centre-ville, il n'y a personne. C'était une ville qui comptait 14 000 habitants avant la guerre. On nous a dit qu'il y en avait environ un peu moins de 1000 qui étaient restés. On a croisé, nous, 4 personnes dans la journée pendant notre tournage, dont les 2 personnes que nous avons suivies, notamment Valentina et Stanislav, son fils. Ils vivent dans la maison qu'on a vue juste avant. Dans leur quartier, il ne reste plus rien. Leur quartier est tout le temps bombardé. Pareil, quand vous êtes sur place, vous entendez, on est à 7 kilomètres de la ligne de front, et vous entendez de façon incessante les bombardements au loin, plus la ville qui est bombardée par les Russes. Il reste vraiment pas grand-chose. Et c'est vrai que quand vous êtes là, On voit les images vous derrière avez, vous, voilà, hein, vous avez c'est- vraiment une sensation de fin du monde. Et puis vous savez même plus regarder en fait, parce que vous regardez à droite, à gauche, devant, derrière vous, tout est détruit. Il ne reste rien du tout. Et Valentina, à 82 ans, elle nous a expliqué qu'elle, en fait, sa maison, elle l'avait construite de ses mains. Elle avait vu son fils grandir dans ce quartier, qu'elle ne voulait pas quitter son quartier, pas quitter cet endroit où il y a ses racines. Et en fait, les quelques personnes qui sont encore ici, c'est ce qu'elles nous disent. Elles nous disent, écoutez, en fait, on préfère prendre le risque de mourir ici, mais au moins on pourra mourir chez nous, même si on sait qu'il y a un danger. Et ils sont prêts à prendre ce risque et à perdre leur vie, sachant que je rajoute juste qu'elle vit sans eau, sans électricité, sans chauffage. Elle a un petit poêle qui la chauffe. Mais voilà. Dans des C'est conditions extrêmement, extrêmement dures. tout à fait. Merci beaucoup, Pauline Godard, pour ce témoignage de